Bon, je remets une couche sur ce bon vieil Étienne parce que ce n'est pas juste qu'il ne comprend pas la nature des IA ou les capacités des IA, c'est qu'il est carrément anti-progrès en fait, ou anti-technologie, on va dire, anti-progrès technologique, pour être plus précis. Donc là, je vais réagir à deux parties. La première partie, d'abord, c'est sur le voyage vers Mars. Alors, ce qui dit que on ne pourra pas y aller en conservant notre humanité. C'est intéressant comme angle d'approche. Et l'autre partie, là carrément, il fait un énorme sophisme concernant l'énergie. Et ça, c'est carrément problématique, parce que c'est de l'enfumage. Allez, c'est parti, on va commencer par la partie sur Mars. Et il y a la question maintenant, est-ce que en sortant du monde, physiquement avec nos corps, on va mieux comprendre l'univers? Alors c'est possible. Pour Mars, il y a quand même des grands débats. Est-ce qu'on envoie des humains ou des robots? Et moi, je suis persuadé que sans doute on peut aller sur Mars. Mais dans quel état ils vont revenir, les gars? 6 mois de voyage, dans une capsule, ils vont se taper une éruption solaire, du rayonnement cosmique. Ils vont devoir attendre, je sais plus combien, c'est 1 an et demi avant de pouvoir rentrer. Il n'y aura personne pour les attendre. D'accord. Imaginez que vous preniez 2 alpinistes, vous les montez au sommet de l'Everest, vous les obligez à y passer 15 jours. Mais ils veulent y aller aussi. Quand ils reviennent, vous ne les reconnaissez plus. D'accord? Ils ont perdu tout le vernis d'humanité qu'ils ont pu forger dans leur vie, leur éducation. Autrement dit, nous sommes, à mon avis, c'est ce que disait Husserl dans un livre qui s'appelle La Terre ne se meut pas. Évidemment que la Terre se meut autour du Soleil. Mais par rapport à nous, qui sommes des êtres géocentrés, elle ne se meut pas. C'est-à-dire que on peut évidemment aller sur Mars, sans doute, mais on sera plus des humains. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. Donc il dit, on peut aller sur Mars. D'abord, avec la technologie actuelle, non, on peut pas y aller. On peut envoyer des robots sur Mars, mais c'est très très improbable qu'on arrive à amener des humains et à les ramener. Pour l'instant, c'est pas faisable. On va être clair là-dessus. On pourrait, et encore, ce serait vraiment extrêmement risqué, amener des humains sur Mars. Par contre, étant donné la quantité de carburant qu'il faut et tout ça, pour revenir, à moins de le fabriquer sur place, mais dans ce cas, il faudrait parvenir à envoyer des machines gigantesques pour fabriquer le carburant là-bas, eh bien non, c'est trop compliqué. En gros, on va bouffer tout le carburant pour aller sur Mars et on n'aura plus rien pour revenir. Donc, on pourra pas ramener les gens. C'est pas si simple. Donc avec la technologie actuelle, sans même parler des radiations et de comment ils vont survivre sur Mars et tout ça, et comment ils vont s'occuper pendant le trajet sans devenir fous, parce que effectivement, il a raison. C'est pas juste d'être confiné dans un endroit, ce qui est déjà assez difficile à supporter. C'est d'être confiné dans un endroit où en permanence votre vie est menacée. Enfin, autour de vous, vous n'avez pas de supermarché et d'hôpital si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Donc, ça doit quand même être assez angoissant. Donc, il a raison là-dessus. Par contre, c'est fort possible qu'on aille un jour sur Mars, mais avec une autre technologie. Donc déjà, une technologie qui permettrait des voyages plus rapides, mais aussi peut-être des méthodes d'hibernation. Il y a pas mal de recherches là-dessus. Et sans parler du fait qu'il faudra peut-être aussi, pour un trajet de ce type-là, faire des modifications génétiques chez les humains pour que la densité osseuse soit conservée, ou je ne sais trop, peut-être pour être plus résistant aux radiations, allez savoir. Donc en un sens, je le rejoins, puisque effectivement, il y a le côté psychologique. Aller passer 15 jours au sommet de l'Everest, dans l'absolu, c'est possible. Ça serait pas si coûteux. Il suffirait de s'organiser un peu pour la nourriture, en espérant que les conditions météo à cet endroit-là soient suffisamment conciliantes pendant 15 jours, mais disons, admettons. Et je pense pas que ça tape sur le système plus que d'aller vivre ce que certains ont fait, un mois ou même plusieurs mois dans une grotte complètement isolée. Ils sont pas devenus fous, ils sont pas devenus des monstres ou des inhumains. Mais même si c'était le cas, même si les gens qui allaient sur Mars ne revenaient pas comme nous, eh bien pour moi là, ce qu'il exprime, c'est la panique humaniste. Ça ne veut pas dire que ce seraient des monstres. Ils vont pas se transformer en aliens parce qu'ils sont allés sur Mars. Ce serait une humanité différente, qui ne verrait pas les choses comme nous. Bon, et alors, on est contre l'altérité maintenant chez les humanistes ou les écolos, parce qu'après il va tenir un discours écolo, donc c'est bien joli. Alors c'est pas un discours écolo dans le sens il faut préserver la nature, c'est un discours sur les limites de la croissance et l'énergie. Mais n'empêche que ça vient de la sphère écologique. Mais il n'empêche que je ne vois pas le problème à ce que les gens qui iraient sur Mars aient une humanité différente.
Parce qu'au final, c'est ça. C'est pas qu'ils perdraient leur humanité, c'est qu'elle se transformerait en autre chose. Alors, c'est sûr que si c'est 3 gus qui y vont, qui reviennent et qui sont tout seuls, ça va être un peu difficile pour eux. On est d'accord. Mais si on parle d'une véritable conquête de Mars, si c'est plusieurs milliers de personnes qui y vont, alors on aura affaire à un nouveau peuple, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est pas si différent que ça d'aller croiser un peuple paumé dans la forêt amazonienne, hein. Et on n'a strictement rien en commun avec, en tout cas au niveau culturel, avec ces gens-là. On n'a rien en commun non plus avec les chiens, c'est une forme d'intelligence différente. Ça ne nous empêche pas de vivre avec. Et de même, les IA sont aussi une forme d'intelligence différente aujourd'hui. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il exprime comme peur ici, en fait, pour dire, si on allait sur Mars, on perdrait notre humanité. Bon, pour moi, ça, c'est problématique de le formuler ainsi, sans nuance, pour faire peur, pour dire, bah non, ça sert à rien, la conquête spatiale, c'est n'importe quoi. Oui, mais dans ce cas, la conquête des fonds sous-marins, c'est pareil, au fond. C'est pas notre milieu naturel. On peut répéter ça pour des tonnes de situation. Mais maintenant, venons-en à la partie qui est vraiment problématique, la partie qui fait bugger la start-upeuse. Comme c'est marqué dans la vidéo. Bah oui, ça la fait bugger parce qu'elle se retrouve face à un sophisme, mais bon, si elle n'est pas habituée, que répondre? Il a battu. Donc la machine fait mieux que l'humain. Ouais. Mais quand on regarde les puissances, le cerveau humain, c'est 30 watts de puissance. 30 watts. D'accord? Qu'on soit champion du monde ou pas, c'est 30 watts. Pour un corps total qui consomme 100 watts. Ouais, c'est vrai ça. C'est à peu près 20 watts pour le cerveau. Bon, ça varie et c'est 100 watts au repos. Hein. C'est quand même plus quand on est en train de faire une activité sportive. Mais oui, grosso modo, c'est ça. Fourni par l'alimentation. AlphaGo et même d'autres machines d'IA, c'est des dizaines de mégawatts. ChatGPT, c'est des mégawatts. Oui, mais non, mais on peut pas dire ça. ChatGPT, il discute avec des millions de personnes. Donc les mégawatts, il faudrait les regarder par requête à la rigueur. Alors certes, ça consomme peut-être plus qu'un humain. Mais là, la comparaison qu'il fait, c'est pour dire, oulala, attention, on est à des dizaines d'ordres de grandeur différents. Bah non, pas autant qu'on ne le croit. Alors j'ai pas fait les calculs, je suis pas allé regarder. Mais cet argument, là, c'est déjà la grosse pente glissante du sophisme. Parce que ChatGPT, c'est l'équivalent de plusieurs cerveaux humains, pas d'un seul, en fait, tout simplement. Et quand je dis plusieurs, hein, je répète, hein, on parle de millions d'utilisateurs, de 500 millions d'utilisateurs par mois, donc je sais pas combien il y en a par heure, mais à mon avis, on est largement dans plus du million. Donc après, il faudrait comparer avec la consommation en mégawatts, que je ne connais pas, mais bon, bref. Vous avez compris l'idée. D'accord. Est-ce que vous pensez que on va pouvoir tenir longtemps comme ça? Voilà, alors, là, c'est l'argument. C'est l'argument, la limite de la croissance. On ne peut pas croître infiniment dans un monde fini. Et écoutez bien la suite, parce que là, c'est du grand art. Il va nous sortir un double sophisme piqué, et voilà. Je pense que c'est très compliqué. Je parle même pas des data centers. Hein. C'est très compliqué d'arrêter bah là pour le coup c'est vraiment le train qui est en marche. Et c'est un train qui suppose qu'il y ait de l'énergie pour l'alimenter. Mais pour moi ce train de l'innovation technologique est aujourd'hui inarrêtable. Et dans les débats que je peux avoir avec des gens autour sur ce sujet-là, moi je préfère être dans le train. Du coup c'est pour ça que je travaille dans le monde de la haute technologie et de la deep tech depuis toujours parce que j'ai envie de suivre et de comprendre ce qui se passe. Et je pense que il faut des personnes qui se posent ces questions-là. On va pas changer les lois physiques. Non. Voilà. Alors attention. C'est parti pour le double sophisme piqué. L'énergie. Non mais ça c'est important parce que. Le principe des lois physiques, c'est qu'elles évoluent au fur et à mesure des découvertes. Vous avez parlé tout à l'heure de production d'énergie. Oui, alors là, tel qu'elle le formule, non, les lois de la physique n'évoluent pas. C'est notre compréhension ou la formulation des lois de la physique qui évoluent. En tout cas, nos connaissances des lois de la physique évoluent, mais les lois de la physique, non, elles n'évoluent pas. Et maintenant, écoutons la réponse d'Étienne. Donc, sur le fait que l'énergie, finalement, on n'aura pas assez d'énergie pour alimenter les IA. C'est ça le fond du débat. Comment il va justifier ça? Et vous savez qu'aucun personne n'a jamais produit d'énergie. Voilà. C'est le cœur de son argument. L'énergie, elle se conserve, d'accord? Donc, on ne peut pas en produire. Oui, alors ça c'est vrai. Si on veut être strict du point de vue du langage, effectivement, l'énergie se conserve. L'abus de langage qui fait croire que pour avoir de l'énergie, il suffit qu'il y ait des ingénieurs qui produisent de l'énergie. Non, la condition première pour avoir de l'énergie, c'est simple, c'est d'avoir de l'énergie.
D'accord. L'énergie, elle est conservée. Donc, pour en avoir, il faut en avoir, et ensuite, on ne peut faire que deux choses. C'est la transformer, ou bien la transférer d'un système vers un autre. D'accord. Mais vous pouvez pas produire de l'énergie, c'est impossible. Vous pouvez pas non plus en consommer. Quand vous mettez un litre de pétrole dans votre voiture, vous roulez, à la fin, le réservoir est vide. Est-ce que vous avez consommé de l'énergie? Non. Oui, mais d'accord. S'il veut, c'est un abus de langage, mais il n'empêche qu'on a roulé. Donc, c'est quand même ça, le fond. Le fond de la question, c'est qu'il va nous dire après, comme on ne peut pas produire de l'énergie, on ne peut pas violer les lois de la nature, et ben quoi? Et ben rien. C'est nul comme argument, ça veut rien dire, en fait. À la fin, vous avez chauffé l'air, la route, les pneus, etc. Vous avez utilisé vos phares, énergie électrique, électromagnétique, et à la fin, il y a autant d'énergie qu'au départ. Donc, ce que vous avez fait, c'est simplement pris de l'énergie sous une forme très concentrée, ordonnée, comme on dit, avec peu d'entropie, et vous l'avez transformée en entropie. D'accord? Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Et donc, rien. Et rien du tout, parce que on sait concentrer l'énergie, justement, précisément. On sait la capter, la récolter. Alors oui, l'énergie, elle est là, on peut pas en produire. Il a tout à fait raison là-dessus. Mais qu'est-ce que ça change? Quand on dit qu'on produit de l'énergie, c'est que justement, on crée une forme d'énergie plus concentrée qu'on va pouvoir utiliser pour se déplacer, pour transformer le monde. Dans ce type de discours, il y a un usage des termes qui viole les lois physiques. Mais non, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit on consomme et on produit de l'énergie. Mais ce sont des mots. Dans la pratique, même si on ne consomme et on ne produit pas d'énergie, il n'empêche que on concentre de l'énergie, on diffuse de l'énergie. Donc quand on l'utilise et qu'on produit de l'entropie, il a tout à fait raison là-dessus. On ne consomme pas d'énergie, on la diffuse. On la transforme, mais il n'empêche qu'on en fait quand même quelque chose à la fin. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Que les fusées n'existent pas parce que en réalité, on ne consomme pas de kérosène. Ah si, le kérosène est une forme d'énergie, mais on consomme du kérosène. À la fin, c'est plus du kérosène. Alors, comme disait un grand prix Nobel qui s'appelle Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Oui, mais non, mais... Et alors? Là, c'est toi qui essaies de nous duper, c'est pas la nature. Étienne, qu'est-ce que c'est que ce discours? Que si vous prononcez des discours dont le contenu viole les lois physiques, ce qu'il y a dans le discours n'a pas beaucoup de chances de se réaliser dans le réel. Oui, et ben pourtant, on fait des fusées, et pourtant, on fait des voitures, pourtant, on concentre de l'énergie. Quand on va récupérer du minerai d'uranium, qu'on le raffine, et qu'on en fait des barres pour alimenter des villes entières, on le fait. Et qu'on dise qu'on produit de l'énergie, ça n'y change strictement rien. Ça ne devient pas tout d'un coup un acte magique qui violerait les lois de la nature. Non mais là, c'est pas possible. Il utilise son statut de philosophe des sciences, ses connaissances en physique, pour dire un truc qui est complètement faux. Pour suggérer que derrière, parce que c'est ça le point de départ, c'est comment je vais expliquer que ChatGPT consomme trop d'énergie. Donc il nous dit, ah mais non, on peut pas consommer parce qu'on ne peut pas produire. Oui, d'accord, mais ChatGPT, il existe. L'énergie qu'il utilise, elle vient de quelque part. La question, c'est, est-ce qu'on peut faire venir plus d'énergie, encore, si on veut pas utiliser les mots produire parce que c'est mal? Eh bien oui, on peut tout à fait. On peut créer des nouvelles centrales, on peut créer des nouvelles technologies. En France, avec nos déchets nucléaires, si on les rebrûlait, avec les surgénérateurs de 4e génération, on en aurait pour des siècles d'électricité, si on voulait, s'il y avait la volonté politique. Alors on ne produit pas d'énergie puisqu'elle est déjà existante dans le minerai, dans les déchets radioactifs actuels. Ok, qu'est-ce que ça change? On pourrait quand même alimenter ces fameux data centers. Et je ne parle même pas de la fusion, je ne parle même pas du fait que on reçoit énormément d'énergie du soleil, je ne parle même pas de toutes les autres possibilités de produire non pas de l'énergie, mais des combustibles ou des générateurs d'énergie et de consommer ce combustible. Donc oui, il y a eu un abus de langage là-dedans, mais là. Donc toutes ces formes d'énergie dépendent, comme le disait la dame, de nos connaissances des lois de la physique, de notre maîtrise technique des lois de la physique, ainsi que du monde, de savoir où sont réparties les ressources de ceci et de cela. Parce que sinon, prenons son raisonnement à l'inverse. Au Moyen-Âge, on ne savait pas produire de l'électricité. Donc ok, l'électricité, il va dire, oui, c'est de l'énergie, on ne produit pas d'énergie. D'accord, si tu veux, Étienne. Mais on produit de l'électricité aujourd'hui. On brûle de l'uranium. On est capable d'aller extraire du pétrole et de le raffiner en essence ou en gasoil. Tout ça, ça n'existait pas au Moyen-Âge. La seule chose qui a changé, c'est nos connaissances et notre technique. Mais tout ce qu'il raconte était toujours valable au Moyen-Âge. Dans tout ce qu'il dit, c'est un universel. Il y a aucun moment il dit
depuis l'ère moderne ou je ne sais quoi. Donc tout ça était tout autant valable au Moyen-Âge. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, on soit capable de transformer le monde 10, 100, 1000 fois plus qu'au Moyen-Âge, d'aller sur la Lune, si c'est pas possible de consommer et de produire de l'énergie parce que ça viole, soi-disant, les lois de la physique. Non, là, c'est de l'enfumage. J'espère que c'est assez clair. Et ce qu'il faut examiner, c'est pourquoi il enfume avec ce discours. Voilà, il a pondu un discours dans son domaine de compétences. Ok, il cite Feynman, il cite Husserl. Ok, très bien, c'est la philosophie. Pourquoi il adhère à ce discours? Eh bien parce qu'il y a un discours écologiste qui nous dit on ne peut plus croître. Parce que d'une part, il n'y aurait plus assez de pétrole, ça c'est Jean Covici, et d'autre part parce que ça pollue trop. Alors ça pollue, ça, c'est vrai. Comme toute transformation physique, de toute manière, ne serait-ce que nous, quand on respire, on émet du CO2. Donc on pourrait très bien dire, oulala, il faut arrêter de respirer, on émet du CO2, ça réchauffe la planète. Ouais, ok. Mais c'est surtout que les technologies, en général, perturbent, bouleversent, transforment les sociétés, autant que l'anthropologie des sociétés, la manière dont on interagit entre nous, autant que le monde. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux ont tellement bouleversé les relations humaines que c'est difficile de s'adapter à ce nouvel environnement. Donc oui, la limite, elle est peut-être plutôt dans notre capacité à nous adapter culturellement et cognitivement à toutes ces transformations qui s'enchaînent de plus en plus rapidement. Mais elle n'est pas dans les lois de la physique. Elle n'est pas dans les lois entre guillemets de l'écologie, comme quoi il y aurait des ressources limitées. La croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible, c'est un sophisme. La croissance peut continuer indéfiniment tant que l'innovation progresse. Alors peut-être qu'il y a des limites, peut-être qu'à des moments on ne parvient pas à trouver l'innovation suivante. Mais ce n'est pas une limite dure, indépassable. On ne le sait que si on essaye de s'y confronter, que si on essaie de la dépasser. On ne peut pas l'affirmer a priori. Voilà, j'espère que c'est clair. Et ce discours écologiste, malheureusement, ne devrait pas contaminer des esprits brillants comme lui. Enfin, je sais pas, j'espère. Donc encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai déjà dit précédemment. Il y a une forme de faillite intellectuelle en France. Et au départ, j'aurais parlé d'élite intellectuelle, mais maintenant, j'ai envie de parler de bourgeoisie intellectuelle. Parce que là, c'est un discours consensuel. Il ne prend pas de risques. C'est de la bourgeoisie intellectuelle. Il n'essaie pas de faire progresser la pensée humaine. Il n'apporte rien au débat. Au contraire, il fait plutôt régresser. Et malheureusement, il n'est pas le seul. C'est pour ça que je parle de faillite de la bourgeoisie intellectuelle en France. Donc c'est pas tout le monde, mais c'est quand même beaucoup de ceux qu'on voit traîner sur les plateaux, j'ai l'impression. Donc ne vous laissez pas avoir par ces Cassandres. Le monde change, on change de civilisation. Oui, il y a des défis, mais il y a aussi derrière des promesses, ou en tout cas des possibilités, des opportunités qui s'ouvrent, qui sont extraordinaires. Je parle pas pour ceux qui n'ont pas envie d'aller faire la conquête de Mars. Il y a des promesses, des possibilités qui s'ouvrent dans le domaine de la santé, ne serait-ce que ça, mais dans le domaine de l'éducation, des connaissances aussi. Avec les IA, plutôt que d'avoir un prof pour 30 élèves et des classes qui saturent, on va pouvoir avoir un tuteur avec des connaissances presque infini, en tout cas qui dispose de toutes les connaissances dont l'humanité dispose à un moment donné, une empathie, une compréhension, une pédagogie sans commune mesure avec les enseignants actuels, donc ça va changer beaucoup de choses. Et ce serait quand même dommage de se priver de tout ça, parce que sinon, dans ce cas, on peut faire le même raisonnement à l'envers. Pourquoi avoir inventé l'imprimerie ? Pourquoi avoir inventé la machine à vapeur? Pourquoi même avoir inventé l'écriture? Après tout, c'est la même logique qui est derrière. Donc ne vous laissez pas avoir par ces sophismes sur la décroissance ou les limites de la croissance. Et j'ai essayé de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe pour ça. Il suffit de se poser des questions, de se dire, d'accord, mais si ce qu'il dit est vrai, comment ça se fait que l'humanité actuelle manipule 100 fois plus d'énergie qu'au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, elle en manipulait 100 fois plus qu'à l'Antiquité. L'Antiquité, elle en manipulait 100 fois plus qu'au Paléolithique. Donc comment c'est possible si son discours est vrai? Voilà, ce bon vieux plancher des vaches. Souvent, c'est un indicateur.